À peine les élections municipales terminées que certains maires de la région doivent déjà penser à un prochain vote. Le 26 novembre prochain, ce sera la nomination du prochain préfet de la MRC de Charlevoix. Ce poste qui est ouvert aux différents maires de la région n'est pas soumis au scrutin universel. Il s'agit plutôt d'une nomination faite par les membres de la table des maires de la MRC et pour un mandat de 2 ans. Cette année, 2 candidats se disputent le rôle. Le préfet sortant et maire de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie, et le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Au cours des derniers jours, de la dernière semaine, vous avez notamment fait part de votre intention de vous présenter à la préfecture de la MRC. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ça fait longtemps que vous pensez à vous présenter comme préfet? Bien, je vous dirais que depuis les derniers mois, même les dernières années, depuis en fait les inondations de mai 2023, ça a donné tout de même un rayonnement exceptionnel pour la ville de Baie-Saint-Paul, bien que c'était des épreuves assez difficiles. Le carnet de contact s'est quand même garni de mon côté et je crois que lorsqu'on veut être préfet d'une MRC, c'est un rôle de représentant régional. Oui, il y a un rôle à l'interne de la région, un rôle au sein de la MRC, mais je crois que c'est vraiment de percer à l'extérieur de la région et d'avoir un réseau de contacts imposant. Je crois que ça va de soi et je suis convaincu que mon réseau de contacts peut bénéficier aux différentes municipalités qui composent la MRC. Je crois qu'il y a un rôle de communication également, d'être en mesure de bien communiquer. Donc, on verra le choix des autres maires. Il y aura une discussion entre les maires de la MRC de Charlevoix et on prendra la personne qui, je crois, pourra être le plus à même de nous faire avancer sur les différents dossiers de la MRC pour les 2 prochaines années. Il faut se rappeler que c'est des mandats de 2 ans. Il faut reculer près de 30 ans, soit en 1999, pour voir le dernier élu de Baie-Saint-Paul siéger également comme préfet de la MRC. C'était alors Mme Jacinthe Blackburn-Simard qui avait cumulé les 2 postes. Le maire Pilote croit que cette fois-ci, le vent souffle en sa faveur. Je vous dirais que le momentum, je crois, serait idéal pour que je puisse faire avancer la région. Ce que ce sera dans les prochaines années, ce sera à voir. Mais bref, avec mes différentes implications sur la scène nationale, les liens que j'ai tissés avec les médias également nationaux, les contacts avec les différents cabinets ministériels, les contacts avec les différents partenaires de la politique. Donc, je suis convaincu que je peux être un aidant. Si les maires de la MRC en jugent le tout différemment, ce sera une décision des différents maires, mais je crois quand même que les gens doivent réfléchir. C'est un petit peu comme le hockey. Des fois, on se demande quel joueur est le plus à même de nous faire avancer sur la patinoire. Et je crois que j'ai quand même des points qui peuvent aider pour les différentes municipalités de la région. Du côté de Patrick Lavoie, on cherche plutôt à mettre en valeur et à consolider les expériences qu'il a pu acquérir au cours de son dernier mandat à titre de préfet. Ben écoutez, c'est sûr qu'un carnet d'adresses, c'est intéressant. C'est une partie qui fait partie de la politique. Sauf que moi, la dernière année et demie où j'ai été préfet, tous les mandats, ce qui a été demandé, dans le fond, ce que j'ai eu besoin de représenter, ben j'ai pas eu de fermeture de porte non plus. J'ai réussi à rencontrer toutes les instances que j'avais besoin de rencontrer pour défendre les dossiers qui étaient à défendre. Donc, à ce niveau-là, je pense pas que le carnet d'adresses est une prérogative sinon vraiment essentiel ou primordial pour devenir préfet. C'est un atout, mais c'est pas essentiel. Le préfet sortant est d'avis que sa candidature est celle qui est le plus à même de représenter les autres municipalités de la région, là où Baie-Saint-Paul jouit déjà d'une reconnaissance accrue. Je pense que Baie-Saint-Paul jouit d'une belle visibilité, jouit de plusieurs ouvertures de portes sur la scène régionale un peu partout. On le voit avec M. Pilote, on ne peut pas négliger le fait qu'il est très connu, on nomme son carnet d'adresse, c'est un fait. Par contre, il ne faut pas oublier non plus que les autres municipalités ont leur réalité aussi. Moi, je suis un fervent partisan de ça, de pouvoir bien représenter la région complète. Et c'est pour ça que je me présente comme préfet, parce que je crois nécessairement essentiel que justement les autres municipalités soient représentées au niveau de la MRC. Puis, je pense qu'une balance du pouvoir est intéressante à ce niveau-là. Que le maire de Baie-Saint-Paul devienne préfet de la MRC, je ne dis pas que c'est pas impossible, mais moi, j'offre une autre option, qui est celle de représenter l'autre partie de la population, mais l'ensemble de la population aussi, parce que souvent, on se fait dire que Baie-Saint-Paul, c'est 55 % de la population, mais il y a quand même un autre 45 % qui existe aussi dans la MRC. D'ici au 26 novembre, les 2 prétendants auront à faire valoir leur candidature auprès de leurs homologues de la région. En 2023,
Le gouvernement du Québec amorçait une grande réforme de la consigne, faisant passer le nombre de contenants consignés par année de près de 2,5 milliards à 5 milliards prévus en 2027. Face à cette augmentation du volume de contenants, l'Association québécoise des récupérations des contenants de boissons, l'entité responsable de la consignation, a décidé de moderniser, elle aussi, la manière dont on récupère les contenants consignés. De cette initiative sont nés les locaux Consignation, comme celui qu'on a vu ouvrir à Baie-Saint-Paul le 6 octobre dernier. La façon qu'on récupère devait changer. Le règlement prévoyait un retour au détail, donc un retour chez le détaillant. Mais quand on parle du volume qui va doubler, quand on parle des cibles qui sont spécifiées au règlement, dont on oblige Consignation d'atteindre 90% des contenants récupérés d'ici 2032, c'est 4,5 milliards de contenants. Donc, c'est pour ça que le PDG et l'équipe de Consignation ont réaliser quelque chose qui a été fait nulle part ailleurs au monde, qui fait de notre système un leader mondial, c'est les centres, les lieux de retour Consignation Plus, où on a une expérience client en boutique, où est-ce que l'activité principale, c'est le retour de contenants consignés, et ça simplifie, ça rend plus efficace et ça accélère le retour, ce qui simplifie le geste, ce qui va inciter la participation des citoyens, qui va nous permettre non seulement de réduire l'empreinte écologique des contenants consignés, mais aussi d'atteindre les cibles au règlement. Donc, de là pourquoi les lieux de retour Consignation. Séparés entre les locaux Consignation et les Consignation Plus qui sont destinés aux zones à plus forte densité de population, on peut déjà compter plus de 109 succursales. La QRCB continue d'ailleurs d'en ouvrir. Bien vite, ces lieux de retour devraient s'imposer comme la norme à travers la province, remplaçant par le fait même les lieux de collecte dans les épiceries et les dépanneurs. Est-ce que ces locaux-là sont amenés à complètement remplacer les points de collecte traditionnels qu'on avait l'habitude de fréquenter, notamment là, dans les épiceries? Oui, les lieux de retour vont regrouper les détaillants qui sont visés par le règlement. Donc, les détaillants principalement alimentaires, dépanneurs, vont rediriger les citoyens vers les lieux de retour Consignation Plus. Et en région où on a un détaillant qui va être équipé d'un équipement, plutôt zone Consignation, les détaillants alentours vont être aussi regroupés. Est-ce que vous avez des échos comme quoi que ce projet-là, cette nouvelle manière de faire, viendrait répondre à des besoins? Donc, aujourd'hui, le réseau Consignation récupère 30% du volume québécois. Avec l'application, vous avez vu sans doute un service, puis on pourrait en toucher un petit peu plus tard, les services dans les Consignations, mais le retour express qui se fait avec l'application mobile, on a 200 000 utilisateurs de l'application mobile. C'est un service Consignation. On est qu'au Québec, donc 200 000 Québécois qui utilisent l'application. L'application qui est en vigueur depuis le mois d'avril 2024 avec l'ouverture du premier lieu de retour. On a depuis le 1er avril depuis avril 2024, on a reçu presque 500 millions de contenants et depuis le 1er mars, 460 millions de contenants dans nos lieux de retour. Donc, ça fonctionne très bien. L'adhésion, elle est là. La population répond à l'appel et on apprécie beaucoup la participation des citoyens. Nous aussi, nous avons voulu essayer cette nouvelle façon de rapporter nos contenants consignables, tout en essayant de comprendre comment tout cela fonctionne. On est donc venu ce matin avec nos canettes, puis on vient tester ce nouveau système qui vise à être une norme pan-québécoise de la consignation. Pour utiliser Consignation, il faut d'abord créer un compte à l'aide de l'application mobile. Une fois téléchargé, il faut suivre les étapes, entrer nos informations, puis valider notre inscription. L'application nous permet de localiser le point de collecte de Baie-Saint-Paul et d'en connaître les heures d'ouverture. Il ne nous reste alors qu'à retourner nos canettes vides. Donc, ici, vous êtes dans une succursale express, un retour express, c'est ce qu'on a principalement dans les régions comme ça. Vous avez deux options de retour ici. Vous avez l'option dans une gobeuse, qui va vous permettre d'avoir vos sous tout de suite ou de mettre les sous dans votre application. Et vous avez l'option retour express, où vous nous laissez votre sac. On met une étiquette dessus pour l'identifier que c'est le vôtre. On s'en occupe pour vous. Et dans un délai de 10 à 14 jours, là, dans votre application, les sous vont apparaître. Et à partir de ce moment-là, c'est super simple pour les récupérer. C'est un virement Interac. Comme quand vous faites un virement Interac à un ami, là, vous faites un virement Interac vers vous-même. Tout simplement. Donc, vous allez ouvrir votre application Consignation.
consignation. Vous allez cliquer sur le petit logo de code barre juste ici. Vous allez pouvoir scanner. Vous pourriez le faire également avec votre numéro de téléphone si vous vouliez. Combien vous avez de sacs? Un sac. Votre étiquette est juste là. On va la poser sur le sac. Une fois que c'est fait, vous avez à poser votre collant. On envoie le sac à l'arrière qui va être traité bientôt. Et comme je vous l'expliquais, dans les 10 à 14 jours, vous allez voir apparaître, ou plus rapidement possiblement aussi, le remboursement dans votre application. Il va rester à se faire un virement Interac. En plus du retour express, le local Consignation est également équipé de machines appelées gobbers qu'on est habitué de voir dans les épiceries. Ces machines dans lesquelles on dispose de nos canettes une à une permettent aux usagers de retourner leur contenant même sans avoir de compte sur l'application mobile. Ils peuvent ensuite recevoir un paiement en argent directement sur place. Donc là, j'ai mes coupons. Exact. On est au guichet. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Dans le fond, vous allez tout simplement scanner vos coupons juste ici. Un petit peu plus loin. Descendre un petit peu. Oui, exact. Et le deuxième, vous pouvez le scanner tout de suite. Vos 2 coupons sont là, les montants sont bons. Vous pouvez cliquer sur « Finir » juste ici. Et le guichet va vous donner vos sous. Et voilà pour notre consigne. Nous sommes le lendemain de notre visite chez Consignation. Ce matin déjà, on a versé notre paiement, 7,20 $ sur notre application. Il nous reste seulement qu'à nous faire un virement Interac directement vers notre compte en banque. Finalement, il ne nous reste qu'à appuyer sur le solde du compte et suivre les étapes de remboursement pour recevoir un virement Interac qu'on pourra déposer dans notre compte bancaire. L'application permet également de suivre l'impact environnemental de notre passage chez Consignation en affichant les émissions de carbone qui ont été évitées et d'autres informations, dont l'eau économisée. Nos 72 contenants sont ainsi récupérés et la somme des consignes est remboursée, ce qui conclut notre essai du nouveau système Consignation. Si vous vous êtes promené au centre-ville de Baie-Saint-Paul au début du mois de novembre, vous avez peut-être aperçu ces équipes de travailleurs munis de chaînes de capteurs et de vestes fluorescentes occuper le bord de la rivière du Gouffre. Annoncé par la Ville le 3 novembre dernier, il s'agit de levées géotechniques effectuées en lien avec les travaux de réfection du mur de protection longeant la rivière du Gouffre. Cette semaine, on a vécu, des levées géotechniques. On sait, avec les différentes avec l'inondation de mai 2023, il y a eu plusieurs études sur les cours d'eau, des études qui visaient à regarder le relief des cours d'eau, qu'est-ce qu'il y avait dans les cours d'eau, tout ça. Et là, on est à regarder aux alentours, aux abords des cours d'eau, sur les structures. C'est un petit peu si on compare là, au niveau de la santé lorsqu'on fait une chirurgie. Donc, si on compare la chirurgie à les ouvrages de protection qu'on connaîtra, les modifications dans les prochaines années, on a à faire un scan, comme on fait des fois avant sur le corps humain. Là, on va aller faire un scan dans le sol pour aller voir la structure du sol. Est-ce que c'est de la glaise? Est-ce que c'est du sable? Tout ça, bref, au lieu de faire différents forages à de nombreux endroits, là, c'est vraiment cette méthode-là là, qui est faite. Intrigués par les coups de masse résonnant au sol et la panoplie d'équipements de mesure, nous avons cherché à savoir ce qu'est vraiment un levé géotechnique. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Pour y voir un peu plus clair, nous avons consulté le docteur Didier Perret de la Commission géologique du Canada. Des levées géotechniques, mais il y a aussi des levées géophysiques, enfin on pourra en parler un peu par la suite. Ça permet de déterminer la nature et certaines propriétés du sous-sol. Et ces propriétés du sous-sol doivent être connues pour faire de la conception de bâtiments, pour faire la conception de murs de soutènement, etc. Sans cette connaissance, en fait, on peut faire des erreurs, et c'est pour ça que c'est très important de faire des levées géotechniques et des levées géophysiques également si nécessaire. Les levées géotechniques commandées et annoncées par la Ville de Baie-Saint-Paul seraient en fait des levées géophysiques, si l'on en croit le docteur Perret.
Bon, en fait, il y a, c'est peut-être une subtilité d'expert là, mais disons que les levées géotechniques consistent généralement sur le terrain à faire des trous, à faire des forages, à faire des essais qui consistent par exemple à enfoncer une pointe instrumentée dans le sous-sol, qui permet de déterminer la résistance des sédiments du sous-sol. Les échantillons donc prélevés en forage permettent donc de déterminer la nature du sous-sol et de faire des essais spécialisés en laboratoire. Maintenant, les essais géophysiques ou les levées géophysiques, généralement, consistent à faire des mesures non destructives. C'est-à-dire que là, on se place à la surface du sol, sans faire de trous. Et ça donne des informations différentes, mais complémentaires de ce qu'on peut obtenir par des investigations géotechniques. Et d'après ce que je comprends, c'est ce qui s'est fait principalement là, ces derniers temps à Baie-Saint-Paul, le long de la rivière du Gouffre. La nécessité d'un tel exercice repose d'ailleurs sur le fort potentiel sismique de la région de Charlevoix. Alors pourquoi on fait des essais géotechniques et des essais géophysiques donc à Baie-Saint-Paul en ce moment ou ces derniers temps? En fait, il faut savoir que Charlevoix, la région de Charlevoix, est l'une des 2 régions les plus fortement sismiques au Canada. La première étant la région de Vancouver en Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays, et puis la deuxième, c'est ici, dans Charlevoix. Et ça implique qu'il faut des études particulières pour s'assurer que ce qu'on construit peut résister au choc lors d'un tremblement de terre, lors d'un séisme. Pour l'histoire, vous savez peut-être quand il y a eu un très fort séisme dans Charlevoix, dont la magnitude a été estimée à environ 7, et ce séisme-là s'est produit en février 1663, donc il y a longtemps. Mais c'était un très fort séisme. Ça, on le sait parce qu'il y a eu des témoignages à l'époque là des personnes qui vivaient à Québec. Il y a eu un témoignage aussi d'une équipe à l'époque qui était partie visiter la rivière du Gouffre quelques années après ce tremblement de terre. Puis ils avaient décrit les dégâts, enfin les éboulements qui s'étaient produits lors de ce séisme. Et l'autre raison, à cause donc de cette possibilité que de séismes très forts se produisent dans la région, il faut faire des études géotechniques et géophysiques plus poussées que ce qu'on pourrait faire ailleurs. D'autres études pourraient être effectuées par la ville de Baie-Saint-Paul. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour connaître les suites des levées géophysiques. La ville a rejeté les soumissions obtenues dans le cadre de son appel d'offres. L'administration municipale a jugé les soumissions trop coûteuses. Le projet de centre Ruralité durable de l'INRS à Baie-Saint-Paul continue d'aller de l'avant. L'affichage des premiers postes de professeurs est d'ailleurs déjà lancé. Nous recevons aujourd'hui Amélie Forget, directrice d'implantation du projet, pour en parler. Madame Forget, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un peu où en est le projet de l'INRS à Baie-Saint-Paul? Bien là, on arrive au moment où le moment concret arrive. Comme vous venez de le mentionner, on a lancé les premiers affichages de postes de professeurs. Il va en avoir d'autres aussi en début 2026. Et je vais aussi lancer les recrutements pour l'équipe administrative qui va pouvoir soutenir les professeurs et les étudiants aussi qui vont se joindre au centre. On parle aussi d'aménagement de bureaux. Vous en avez entendu parler sûrement. Donc là, on arrive au moment où les vraies choses se passent et où l'avenir du centre, la trajectoire va être lancée avec l'équipe qui va être recrutée. Donc, comme directrice d'implantation, c'est un moment qui est très excitant. Comme vous dites, on arrive vraiment dans le concret du projet. À qui ça s'adresse, ces postes-là de professeurs? Est-ce que c'est une portée à l'international ou au niveau national plus? Bien, il y a plusieurs réponses, les éléments de réponse pour expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, un prof d'université. Donc, d'abord, on a le mandat de recherche de l'INRS. C'est un mandat de recherche nationale. Donc, on doit couvrir, nous, le mandat de l'INRS, c'est de contribuer au développement social, économique et culturel du Québec. Donc, le mandat, il est provincial, mais on a aussi un ancrage territorial local dans Baie-Saint-Paul. Donc, on a un rôle aussi à jouer en tant qu'institution d'enseignement supérieur dans la région. Et c'est ce qui va être attendu des professeurs. À l'INRS, il n'y a pas d'enseignement au baccalauréat, c'est vraiment de l'enseignement recherche pour former de la relève en recherche. Et donc, c'est sûr qu'il y a des critères d'excellence
qui touche l'international. Donc, on veut des professeurs qui vont publier, qui vont produire de la recherche reconnue à travers le monde, mais en s'intéressant spécifiquement aux enjeux ruraux du Québec. Et ça, je tiens à le mentionner. C'est toute l'identité du Centre Ruralité durable qui tourne autour de cette notion d'enjeux ruraux. Et mes professeurs vont aussi être appelés à offrir un service aux collectivités là, dans leur temps. C'est pas seulement de faire de la recherche de laboratoire dans le laboratoire tout seul. Au contraire, on veut être un centre à échelle humaine et ancré dans les collectivités, ce qui veut dire de travailler aussi pour les collectivités rurales. Donc, sur le principe, monsieur, madame, tout le monde, les organismes communautaires, des entreprises, des MRC de Charlevoix, mais ailleurs du Québec aussi, pourraient nous contacter pour nous demander du soutien scientifique pour une question ou une autre. Et ce service aux collectivités, pour moi, est très important pour avoir cet ancrage là, dans les communautés rurales du Québec. Vous le dites bien, il va y avoir un ancrage au sein de la communauté, mais de faire venir des professeurs, chercheurs comme ça, puis d'avoir un institut de recherche en Baie-Saint-Paul, ça va avoir un certain rayonnement, j'imagine, au niveau national aussi. Certainement. Ce qu'il faut comprendre de l'économie universitaire, c'est que oui, on veut attirer des professeurs et des étudiants dans la région, mais c'est aussi tout ce qui va tourner autour. Donc, c'est un peu là, le centre de gravité de la recherche rurale. Il y a déjà de la recherche qui se fait ailleurs au Québec, bien sûr, mais ce qu'on aimerait, c'est devenir un point de convergence un peu pour porter ces enjeux-là. Vraiment, je répète beaucoup le mot rural, mais c'est important de le mentionner parce que les enjeux ruraux et le discours et le rural dans l'espace public a quand même perdu de son poids politique et économique là, au Québec dans les dernières années. Donc, je répète beaucoup le terme rural parce que c'est vraiment important de ramener cette attention-là sur les enjeux ruraux du Québec. Et c'est un peu cette plaque tournante là, que j'aimerais que le Centre Ruralité durable joue, là, ce rôle de plaque tournante pour le Québec. Et donc, oui, il y a les profs et les étudiants, mais toutes les activités de recherche qui vont se passer autour, des personnes qui vont venir nous voir, des événements. Donc, il y a toutes sortes de formes que peuvent prendre cette implication-là au niveau de Baie-Saint-Paul, mais aussi de la région de Charlevoix. Il y a un adage que j'aime utiliser qui dit que les chercheurs attirent des chercheurs. Donc, si on peut profiter de cette espèce de momentum qu'on sent quand même dans la région avec l'espace Hubert-Rive qui a été financé par le fédéral. Donc, il se passe des choses quand même en termes de recherche et de développement et on est très heureux d'y participer et de le faire sur le long terme. Parce que je profite de l'occasion pour rappeler que c'est comme un département universitaire qu'on ouvre. Donc, c'est vraiment dans une perspective à très long terme qu'on s'installe ici. Bon, vous le dites, il y a un certain momentum dans la région qu'on sent, mais qui dit aussi ruralité dit parfois difficulté à l'embauche et à trouver de la main-d'œuvre. Êtes-vous confiante de réussir à attirer ces professeurs-là en milieu rural? Je pense que la région de Charlevoix n'a pas à rougir, a plein de choses à offrir. Je m'attends de professeurs qui, sur le principe, s'intéressent à la ruralité, de bien vouloir s'installer dans un milieu rural. Puis, je veux dire, il y a quand même beaucoup à offrir dans la région. Donc, moi, je suis pas très inquiète. Il y a aussi un momentum intéressant au niveau du marché de l'emploi universitaire. Puis aussi, l'originalité. Il faut pas sous-estimer aussi l'originalité de la démarche, très intersectorielle. Ça veut dire qu'on mélange plein de choses. Santé, sciences sociales, technologie. On les met tous ensemble au sein d'un même département. Et ça, c'est original. Puis d'être aussi en recherche partenariale avec les milieux. Il n'y a rien qu'ils ont fait au Centre Ruralité qui ne trouve pas écho auprès de partenaires dans les milieux ruraux. Et ça attire beaucoup de candidats. J'ai déjà beaucoup d'appels puis de curiosité. Là. Ça fait seulement 2 semaines que les affichages sont lancés, puis le téléphone et ma boîte courriel ne dérougissent pas. Donc, je suis absolument pas inquiète de pouvoir attirer des professeurs de qualité avec des aptitudes relationnelles puis une volonté d'entrer en relation avec la communauté de Charlevoix. J'ai aucun doute. Et c'est la même chose au niveau des étudiants. Bien, justement, là, au niveau de la diversité dans l'affichage de postes, là, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'intersectorialité, puis on le voit, ça couvre assez large les rôles de professeurs, les postes de professeurs que vous avez affichés. Comment ça s'inscrit dans le projet plus global de l'INRS, tout ça? Parce oui, on focus sur la ruralité, mais c'est pas un microscope sur la ruralité, on va assez large quand même. Oui, bien en fait, le Centre Ruralité durable a été réfléchi comme le prolongement des autres centres déjà existants de l'INRS qui ont chacun leur spécialité. Il y en a un UCS, Urbanisation, Culture, Société, qui est à Montréal. On a le Centre Armand Frappier qui est en santé à Laval. On a le Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications qui est à Varennes. Puis on a aussi le Centre à Québec, Haute-Terre Environnement, qui est en sciences environnementales. Et donc,
on est un peu le prolongement de ces 4 centres déjà existants autour des questions rurales à Baie-Saint-Paul. Donc, les professeurs n'arrivent pas non plus sur une page blanche complètement. Donc, oui, on a l'histoire du Centre Ruralité durable à écrire, mais ils peuvent reposer sur une communauté de soutien et d'infrastructures déjà existants à travers le Québec, sans oublier les unités mixtes de recherche qu'on a déployées aussi dans des régions. Donc, les professeurs n'arrivent pas non plus complètement démunis, complètement seuls. Craignez-vous un peu pour la pénurie de logements aussi? Je pense que le volume de professeurs et d'étudiants attendus ne va pas causer problème. Et dans tous les cas, on parle d'une croissance progressive. Il n'y a pas 200 étudiants qui vont débarquer au mois de mai à Baie-Saint-Paul. C'est pas comme ça que ça va se passer. On parle entre 6 et 8 professeurs et d'une vingtaine d'étudiants dans les prochaines années. Donc, c'est un volume qui est, à mon avis, puis selon les discussions qu'on a avec la ville de Baie-Saint-Paul, tout à fait acceptable. Et après, bien, l'évolution, c'est un enjeu général, hein, l'habitation puis la démographie. Donc, on va le faire étroitement là, avec les autorités, les MRC, pour que ça se fasse de façon la plus harmonieuse possible. Maintenant, au niveau plus matériel, là, vous avez un bail en ce moment, 5 ans à la procure de Maisons-Mères, mais bon, on a appris que l'objectif à long terme, ça serait quand même de se faire construire un bâtiment. Pourquoi est-ce que Maisons-Mères, ça ne peut pas être un objectif à long terme? Et qu'est-ce que vous envisagez comme bâtiment? Bien, d'abord, il faut savoir que notre premier scénario, quand je suis arrivée en fonction, c'était d'étudier la possibilité de construire le centre dans un des pavillons de Maisons-Mères. On a fait toutes les analyses nécessaires pour mesurer la faisabilité et les coûts. Puis, on a réalisé que pour installer des laboratoires et des salles de classe de niveau universitaire, qui a autant les exigences en termes de bâtiments, de code de bâtiment que de type d'infrastructure, bien, c'était peut-être pas le scénario finalement le plus avantageux, mais il fallait l'étudier pour le savoir, ce qu'on a fait. Et donc, on a convenu que peut-être la construction d'un petit centre, un petit édifice, là, on parle du même nombre de pieds carrés, là, c'était dit là, à peu près 4000 pieds carrés, c'est pas très grand, ça reste à échelle très humaine, mais vraiment adapté aux besoins de la recherche, ça serait peut-être un meilleur scénario. Puis ça veut pas dire qu'après 5 ans, on ne restera pas à Maisons-Mères. On a envie d'être proche des gens. La Maisons-Mères, c'est le lieu idéal pour se lier avec la communauté, le milieu communautaire, les citoyens. Donc, c'est sûr qu'on s'installe là, garanti pour 5 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on va quitter dans 5 ans non plus. Mm-hmm. Puis on l'entend dans ce que vous dites aussi, il y a une grande volonté de ce qu'on entend à vouloir rester près de la communauté, à s'intégrer dans la communauté aussi. Absolument. Donc, par notre service, nos services de recherche qu'on veut offrir, le temps des chercheurs qui pourraient donner aux citoyens, mais on a aussi plein d'idées de développement là, dans les activités scientifiques du centre qui serviraient à la communauté. Puis, il y a toute la question de la gouvernance. Pour vous faire une petite histoire, chaque centre INRS a un comité de liaison nationale, donc au niveau du Québec, avec des grands représentants de grands organismes et tout ça. Puis là, moi, j'essaie d'innover. Donc, vous allez le voir dans les prochaines semaines avec un comité de gouvernance locale, ce que n'ont pas les autres centres INRS, pour vraiment me concentrer sur Charlevoix, puis inviter la communauté de Charlevoix à discuter sur une base consultative, mais quand même en faisant partie de notre gouvernance pour nous aider à déterminer les priorités de recherche, les intérêts et développer des partenariats aussi puis des collaborations vraiment au niveau local. Donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur puis qu'on va lancer dans les prochaines semaines. Puis on pourrait peut-être même pousser plus loin éventuellement avec un comité citoyen où là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui pourrait venir partager avec nous ce qui les intéresse en matière de sciences puis en matière de questions là, dans leur quotidien spécifique au milieu rural. Il n'est pas exclu non plus qu'on ait cette conversation là, même avec des citoyens qui ne représentent pas d'organismes, mais qui viennent sur une base personnelle pour venir discuter de sciences avec nous. Mm-hmm. Donc, toujours dans une volonté de garder une oreille attentive à la voix de la population. Bien sûr. Et je suis résidente de Charlevoix aussi. Mes enfants vont à l'école ici. J'utilise les services ici. Donc, la dimension d'acteur local est très importante pour moi. Et c'est dans les missions des institutions universitaires de contribuer aussi à leur milieu. Et je l'ai personnellement très à cœur. Madame Forget, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. À la prochaine. La 15e édition du Gala du Frill s'est tenue le 13 novembre dernier au Manoir Richelieu sous la présidence d'honneur de Sébastien Thibault et d'André Simard. C'est parce que quelque part, il y a des travailleurs de
Cette soirée caritative au profit du Fonds régional en infrastructures de loisirs réunit plus de 300 membres de la communauté dans une grande célébration du sport en Charlevoix. Pour Sébastien Thibault, cet événement fut une belle occasion de donner aux suivants, mais aussi de souligner l'implication sportive des jeunes de la région. Mes parents étaient, à l'époque, mon père était des optimistes, donc les tournois de hockey, les optimistes, ils s'occupaient souvent des tournois de hockey. Donc, puis mon père, comme travaillait beaucoup quand j'étais jeune, bien, l'aréna a été ma deuxième famille. Donc, c'est pour ça que d'ordonner aux suivants de laisser un leg, de laisser transpirer, d'aider les jeunes, de le courage, leur détermination, puis si on peut les appuyer là-dedans, bien, j'apprécie ça. La soirée aura avant tout permis de souligner et de récompenser le travail d'athlètes et de bénévoles par une cérémonie de remise de prix. Cette année, le prestigieux prix de l'athlète de l'année fut décerné à la coureuse de fond Florence Caron. Absente du gala en raison d'une compétition en Pennsylvanie, c'est son père qui est monté sur scène recevoir le prix. Je suis vraiment très fier de ma fille. On est toujours fiers de nos enfants qui savent nous surprendre très souvent comme parents. Ce soir, c'est comme une consécration à tous les efforts qu'elle a fait depuis plusieurs années pour bien représenter Charlevoix partout au Québec, au Canada et aux États-Unis. J'ai commencé à courir avec Florence, c'était à l'école primaire, puis elle s'est surprise à aimer ça. Donc, elle a fait plusieurs sports, Florence, mais toujours de façon individuelle, surtout la course. Évidemment, le cheerleading, c'est en équipe, mais la course, elle a pris ça vraiment au sérieux. Elle nous a surpris par des résultats. Souvent, je ne savais même pas qu'elle était en compétition à quelque part. Donc, au niveau de l'implication, c'est d'être là avec elle en pensée quand on ne peut pas être là physiquement parce que les parents travaillent. On n'est pas toujours capable de se libérer non plus, surtout à l'étranger. Deux autres prix furent également décernés aux sportives de la région. L'athlète de la relève fut décerné à Sarah-Ève Picard et l'équipe de l'année à l'équipe de volley-ball U14, les Rafales. Cette remise de prix permit également de souligner le travail de bénévoles. Le prix du bénévole de l'année fut remis à Stéphanie Dufour-Lavoie pour son implication dans la Ligue de Balle-Molle de Baie-Saint-Paul. Je suis honorée, c'est une belle tape sur les épaules. Je suis fière d'avoir organisé une belle ligue féminine dans Charlevoix. Je me donne énormément toutes les années pour ça, puis même pour un tournoi de balle qu'on fait toutes les années, puis qu'on remet les dons à un organisme qui nous tient à cœur. Fait que c'est une grande fierté. Pour Mme Dufour-Lavoie, son implication bénévole est un moyen de redonner à la communauté tout en faisant rayonner le sport dans la région. Elle est d'ailleurs convaincue de l'importance d'un événement comme celui-ci. J'aime beaucoup le sport déjà de softball, fait que je me suis dit pourquoi pas donner l'opportunité à plusieurs filles de permettre de sortir de chez eux et de venir pratiquer ça. Puis en même temps, moi j'ai eu besoin des mines d'espoir là 11 ans, fait que ça me permettait de redonner en même temps. Fait que non, je trouve que c'est plaisant d'appuyer pour tout le monde, puis ça remet une belle ambiance dans Charlevoix. Est-ce que vous pensez que c'est important ce genre d'événement-là aujourd'hui et pourquoi? Oui, bien, juste le fait d'honorer les sports justement dans notre région, là, de permettre que ça s'agrandisse. Juste nous autres, le sport de softball, là, le terrain il était inanimé avant que je commence tout ça. Fait que là, le terrain est rendu vivant là, du lundi au vendredi. Fait que c'est des gros espoirs. Là. Puis même pour les autres sports aussi, là, soccer, football, c'est beau à voir là, tous les gens qui s'investissent et qui peuvent faire le sport. La soirée aura également permis d'amasser près de 23 000 $ par la mise aux enchères de divers objets de collection associés au sport. On peut notamment penser à un maillot du Canadien de Montréal au nom d'Ivan Demidov, modifié par l'artiste peintre Éric Sévigny qui s'est vendu au prix de 4 200 $.